Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, notre invité, c'est le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Jacques Sampeur, qui est avec nous sur le plateau, avec qui nous parlerons médias et société de manière largement large, vraiment. Nous verrons également le rôle, la responsabilité des médias dans la construction d'une société. Et si la société échoue, on peut se poser la question, et les médias dans tout ça? Rebonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Monsieur Jacques Sampeur, un plaisir de vous revoir ici et maintenant. Bonjour Jean, je suis très heureux d'être là sur Métropole. Ça devient une habitude. Absolument, et qui sera une seconde nature. Monsieur Jacques Sampeur, d'abord, faisons de cela le déclic de l'émission, d'ailleurs c'est le déclic, votre rencontre avec le Premier ministre sur la crise haïtienne, donc au nom de la NMH, qui est l'Association nationale des médias haïtiens, c'était pour parler de qui ou de quoi cette rencontre? Oui, c'était ce mercredi 11 août, où j'ai présidé une délégation pour une rencontre de contact avec le Premier ministre, tout cela. Il y avait Venel Remaret, pour l'ami, on était pratiquement deux associations des médias, et moi j'avais Dubuc Baudelaire, j'avais Yvan Chéry, et il y avait Venel Remaret avec Eddy Sarléus, il y avait, comment il s'appelle déjà, et M. Denis, et M. Jean-Lucien Borges, on n'était pas nombreux. À cette rencontre, c'était juste pour les propriétaires de médias. Et puis il y avait aussi le nouveau ministre de la Culture, M. Emmanuel Jacquet, qui était là. Eh bien, le Premier ministre est arrivé, d'entrée de jeu, et il a fait une intro avec un exposé. Dans un exposé, qu'est-ce qu'il a fait ressortir, c'est sa présence. Pourquoi il est là? Il est là pour faire des élections, et rapidement. Et après avoir... Alors il faut dire que c'est un texte écrit par le Premier ministre. Je comprends pourquoi c'est un texte écrit, parce que, vous savez, quand on parle à la presse, il ne faut pas avoir de jeu de mots, il faut que les mots soient exacts, et il l'a lu. Et dans son texte, il a dit que sa présence, c'est d'organiser rapidement les élections. Et ensuite, il a ajouté que, et pour avoir les élections, il y a le CEP, qui est pratiquement branlant, il faut quand même reconsidérer le cas du CEP. Il a parlé de la sécurité. Il faut avoir de la sécurité au pays, il faut que les gangs se taisent. Et il a parlé de recouvrement et de la confiance de la population. Il a parlé aussi du rétablissement de l'état de droit. Il a parlé de l'état de droit, il a parlé... en fait, l'essentiel, c'est qu'on a compris dans son exposé qu'il y avait pratiquement une incohérence. L'incohérence, c'est que on lui a posé la question à savoir, écoutez, vous dites que vous êtes là pour avoir les élections rapidement, mais vous parlez de choses qui doivent prendre du temps, qui demandent du temps. Vous parlez il a parlé aussi d'un gouvernement de consensus, même de réconciliation nationale. Et tout ça, je dis que, écoutez, vous savez que ça prend beaucoup de temps. Quand vous parlez d'élections rapidement, mais vous avez un programme... C'est le temps, maître de toutes choses. Parce qu'il faut avoir du temps pour rétablir la sécurité. Et je dis que la sécurité, quels sont vos voies et moyens? Est-ce que vous avez une police pratiquement démantelée, moralement, physiquement, non équipée, et tout ça? Qu'avez-vous pour rétablir la sécurité?
Et il a dit qu'il est contre d'une présence de forces militaires sur le sol. Étrangère alors. Étrangère, oui. Et il a dit aussi qu'on devait travailler avec les moyens du bord. Ce sont les policiers qui sont là, qui doivent faire le travail. Il a dit, au fait, et on lui a dit, la question qui se pose, parce que c'est comme si il y avait un statu quo alimenté. Alors, nous lui avons posé la question, à savoir, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que nous condamnons l'assassinat du président. C'est crapuleux, c'est révoltant, c'est honteux. Vous voyez, l'assassinat du président, moi je vous dis que je l'ai vécu, j'étais aux États-Unis, c'était une honte. Les gens me disaient, ah vous êtes haïtien, ah, désolé pour votre président. Ce qui signifie, c'est une tare. Mais cependant, antérieurement, il y avait des dérives dénoncées par la presse, des dérives comme des violations des droits de l'homme, comme des assassinats, comme des massacres qui se sont faits au niveau de Bel Air, de la Saline. Et la NMH aussi a pris position à dénoncer tout cela. Voyez, en rencontrant le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, est-ce que vous avez l'impression qu'il est conscient de la situation actuelle, si vous voulez, de cette crise multiforme que le pays rencontre aujourd'hui? Je pense que, et naturellement je parle, antérieur au cataclysme, en fait, antérieur au séisme, parce qu'on a eu cette rencontre le 11 août, tandis que c'est le 14 qu'on a eu le séisme majeur. C'est de cette crise peut-être avant le séisme qu'on voulait parler aussi. Non. Pourquoi je dis que il faut faire une différence entre le 14 et l'avant 14, parce que la situation est dynamique, la situation change, et un gouvernement ne peut pas rester en place. Tout est dynamique, c'est la vie. Ok. Maintenant, je peux dire qu'il a dit qu'il attend beaucoup de la presse. Il nous a fait chercher pourquoi? Parce qu'il voulait avoir notre appui. Mais nous lui avons dit que, écoutez, il n'y a pas de problème. Il a ajouté aussi qu'il est pour les critiques, en tant qu'universitaire, qu'il est pour les critiques. Mais cependant, des critiques objectives. Et si les critiques pouvaient arriver aussi avec des solutions, vous voyez, tout le reste. Et il a dit qu'il est un homme, il veut être un rassembleur, et il veut aussi que les choses se fassent ensemble, là, en compagnie de tout le monde, et il ne veut pas être le seul à faire les choses, et c'est pourquoi il nous invite à l'écouter. Mais ce que je voudrais voir avec vous aussi, M. Jacques Semper, en vous partageant tout ça, bien en partageant tout ça avec vous, là nous parlons du Premier ministre, quelles sont les propositions que vous lui avez faites, donc la NMH, l'AMI, etc., qui étaient à cette rencontre? Bon, c'était premièrement une rencontre de premier contact, ensuite d'échanges, et on n'avait pas préalablement le programme, on ne savait même pas de quoi il s'agissait, parce que c'est pour la première fois qu'on avait fait le rencontrer, et on lui a posé des questions pour voir quels sont les voies et moyens, et on lui a dit, la question qui était en fait assez puissante, c'est, écoutez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour qu'il y ait contraste entre le gouvernement antérieur et votre gouvernement. Est-ce qu'il y a un schisme? Est-ce qu'il y a une différence? Pour voir une autre image, en effet. Parce que je dis que l'image antérieure était mauvaise. Comprenez? Nous condamnons l'assassinat du président, mais antérieurement, il y avait beaucoup de dérives. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous rassurer et pour recouvrir vraiment la confiance populaire? Voyez tout ça. Et qu'est-ce qu'il vous a fait comme promesse? Il a dit qu'il veut travailler de concert avec nous, avec la société civile, et qu'il va nous convoquer ici et là pour que les choses se passent ensemble. Maintenant, la question du président a été posée, à savoir, où est le président? Il a dit qu'il était dans le maquis quand il a appris l'assassinat du président,
Et tandis qu'il se cachait, il a appelé M. Lambert, pour dire à M. Lambert, et qu'il est le seul à pouvoir combler le vide présidentiel. C'est-à-dire qu'il voulait collaborer avec M. Joseph Lambert, le sénateur Joseph Lambert, comme président provisoire. Je relate ce qu'il a dit. Oui, c'est pourquoi je reprends aussi vos paroles pour que l'auditoire puisse, si vous voulez, comprendre. Il l'a dit. Il a dit qu'il l'a appelé. Dans le maquis, il l'a appelé. Il l'a appelé et M. Lambert n'était pas en Haïti. Et quand il est rentré, d'après les échanges, tout ça, dialogue et tout le reste, il a dit, M. Lambert ne peut pas être président. C'est-à-dire, même au cours de l'échange, les paroles ont été divergentes et diversifiées aussi. Mais écoutez, je parle de ce que le Premier ministre a dit devant nous autres, en présence de la presse, en présence des propriétaires de médias. Il a dit que M. Lambert ne peut pas être président. Et maintenant, il a dit qu'il n'a pas de problème qu'il y ait un président, mais avec ou sans président, il faut travailler, il faut aller de l'avant. Il n'a pas de problème qu'il y ait un président. Mais en attendant, il travaille. Voyez, mais il a démontré, il a dit en parole qu'il veut travailler avec la société civile, qu'il veut travailler avec la presse et tout le reste. Voyez. Donc, c'est-à-dire qu'il est conscient de l'importance de la presse dans, si vous voulez, dans l'évolution de son mandat, de sa prise de pouvoir. Il me donne cette impression. Il me donne cette impression, et c'est la première impression que j'ai eue, parce que c'est la première fois que je l'ai rencontré de visu, personnellement, et c'est ce qu'il laisse comme impression. Est-ce que la presse, de son côté, les patrons de médias, eux, ils sont conscients également de leur importance face aux hommes de pouvoir, aux hommes politiques également, qui ne peuvent souvent ou toujours rien faire sans leur appui, leur collaboration et parfois même leur complicité? Vous les rencontrez pour un rapport, certainement, après la rencontre. Comment? Vous rencontrez les autres patrons de médias, comme président de la NMH, pour leur faire un petit topo, un rapport de cette rencontre. Très certainement. Mais vous savez que c'est un rapport, c'est sur les pages d'une analyse. Il y a cette différence. Je ne parle pas d'analyse de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Je parle de ce que le Premier ministre a dit, de ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, alors je vous disais aussi, M. Jacques Semper, comme président de la NMH, après avoir rapporté aux autres patrons de médias votre rencontre ou bien les échanges entre le Premier ministre et les patrons de médias que vous êtes, est-ce que les patrons de médias ont été conscients, mais sont encore conscients de leur importance aujourd'hui dans la crise? Nous sommes... Importance, rôle aussi. Oui, nous sommes très importants, gens qui sont très importants, et pourvu qu'on nous écoute. Vous voyez, je l'ai dit, quand on parle de la presse en tant que quatrième pouvoir, tout dépend de la perception du politique, de ceux qui gouvernent. Vous voyez, il ne faut pas oublier que nous avons eu des journalistes tués, assassinés, comme des lapins, ciblés. Alors, nous savons que les formations, l'opinion est alimentée et prononcée par des analystes et des médias, tout ça compte beaucoup. Mais tout dépend de ceux qui écoutent, tout dépend de ceux qui décident. Alors moi je pense que sans idée préconçue, on a eu cette première rencontre, et on attend pour voir. Est-ce qu'il va continuer dans cette lancée? Est-ce qu'il va toujours considérer la presse comme un pouvoir, comme un partenaire? Mais pour que la presse soit partenaire aussi, nous devons avoir ce qu'on appelle un état de droit. Nous devons avancer, nous diriger vers un état de droit. Monsieur Jacques Semper, vous avez dit qu'on attend. Vous savez, en Haïti, on reproche à la presse d'attendre toujours. Et d'attendre toujours, c'est comme on le dit en créole, qui était cabrit de manger jardin, après ça on a demandé qui est spoticole, etc., etc. Dans certaines sociétés, c'est la presse qui donne le ton. La presse oriente aussi. La presse compose avec les leaders, la presse construit les leaders, et la presse souvent en a conscience. Est-ce que, en attendant que les choses évoluent, le pire, pas capable de nous dénonçons toujours à l'avance les dérives, et parfois on nous prend à partie.
Mais cependant, nous ne sommes pas des décideurs. Voyez, la presse peut être une presse engagée, comme je connais pas mal de presse engagée en Haïti. La presse peut braver, peut dire, dénoncer. Moi, je vous ai entendu hier pour le cyclone, pardon, pour le séisme, et d'hier, parler, faire d'une émission spéciale où les gens appelaient. Je t'ai entendu, ou j'ai entendu d'autres déjà, dire que, écoutez, pratiquons, parlons ne parlons plus, agissons, des choses comme ça. Je l'ai entendu. Mais le problème qui est arrivé, c'est que la presse n'a que cela. La presse n'a que ça, le microphone, parler, analyse, comme nous on le fait là. Nous analysons, nous disons exactement ce qu'il faut dire. Maintenant, l'opinion publique doit être formée à partir de ça. Mais si le politique est insensible, si le politique a le cou raide, ou le politique fait ce qu'il veut, eh bien, il serait toujours face à la presse. Il ne faut pas oublier que la presse, essentiellement, est un contre-pouvoir. Nous sommes là. Mais pourquoi je dis qu'on attend pour voir, est-ce qu'il va tenir parole? Est-ce qu'il va toujours avoir le même langage, le même discours concernant la presse, concernant la société civile, concernant pas le partage du pouvoir, parce que le partage fait comme si c'était un gâteau, le gâteau géant qu'on partageait. Non, je parle de répartition des tâches, et pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Parce que moi, personnellement, en tant que seigneur de la presse et tout ça, je peux avoir une idée. Et je peux dire que, écoutez, aujourd'hui, pour ce qui nous arrive, nous devons avoir ce qu'on appelle une prise de conscience nationale. Je dis une prise de conscience nationale. Je ne dis pas une réconciliation. Ce serait un vœu pieux d'avoir une réconciliation, de parler de réconciliation, avec tant de blessures, tant de plaies béantes. Mais il nous faut une prise de conscience nationale. Monsieur Jacques Semper, j'aime cette étape. Il nous faut une prise de conscience nationale. Dans certaines structures, on l'étudie aussi comme journaliste, si vous voulez, de manière théorique, mais certainement on fait de la pratique aussi en ce sens. Dans certaines sociétés, souvent, le patronat médiatique, les patrons se réunissent et se disent aussi que telle direction que le pays prend là, nous paraît mêlée, tel monde qui est sous pouvoir, nous paraît mêlée. Comment peut-on faire, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réorienter les choses, pour pouvoir peut-être changer les donnes. On n'est pas en train de vous faire une leçon sur le plateau, ce n'est pas là l'intention non plus, mais on aimerait comprendre, savoir aussi, est-ce que, par exemple, entre amis, à NMH, ça vous est déjà arrivé de vous réunir, de vous rencontrer pour dire « Ah, monsieur, mesdames, messieurs, et nous pensons que la société a pris dans telle direction, prend telle trajectoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne ?» Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est pour voir et comprendre aussi la responsabilité des médias. Est-ce que les médias aujourd'hui sont conscients de leur immensité dans une société en termes de construction aussi? Cela a été agité à plusieurs reprises, bien avant, en fait aujourd'hui. Mais notre secteur a des problèmes aussi. Parce qu'il y a, tu le sais, il y a des gens qui disent n'importe quoi aussi à la radio. Et nous avons les réseaux sociaux qui arrivent comme le cinquième pouvoir. Et quand je dis cinquième pouvoir... L'Internet, de manière générale. L'Internet. Et quand je parle de cinquième pouvoir, et attention, et je dis que le commun des mortels peut avoir une caméra, filmer une scène inédite, et ça devient viral, comme pour l'affaire de George Floyd. Des choses comme ça. D'où nous ne sommes pas les patrons qu'on a connus il y a de ça 10 ans, 20 ans. Il y a eu une dynamique, il y a eu une évolution dans tout ça. Mais dans le monde de la radio aussi, il y a une explosion. Il y a des médias qui sont là et qui ne sont pas, qui ne font pas partie de la NMH, qui ne font pas partie de l'AMI, mais qui sont là. Et certains sont corrects, mais il y a des médias qui disent n'importe quoi aussi. Vous voyez, maintenant,
si on devait faire une décantation entre médias professionnels, sérieux, et tout ça, et médias et qui disent n'importe quoi, eh bien, on nous écouterait et on pourrait essayer de faire quelque chose. Et c'est ce que nous faisons. Pourquoi nous sommes là ce matin? C'est pour cela que nous sommes là. Et pourquoi? Et je ne peux pas te dire n'importe quoi. Pourquoi je ne peux pas dire là n'importe quoi? Parce que je suis responsable. Mais quand vous avez aussi des médias qui disent n'importe quoi, dans notre secteur, nous avons des problèmes. Maintenant, il faut avoir un travail interne de motivation, Je suis conscient que nous avons des problèmes. Monsieur Jacques Saint-Peur, c'est que vous nous parlez des problèmes également, que tout le monde connaît certainement, mais nous devons avec vous, est-ce que nous pouvons peut-être assumer, c'est peut-être individuellement, mais collectivement, nous dit, nous allons chanter la même musique, nous allons avoir les mêmes accords, nous allons danser sur la même piste face à telle situation, face à tel problème. C'est peut-être ce dont on parlera encore après la pause. Je te comprends. Si ça ne vous je te comprends et je pas. suis d'accord avec toi. En te disant certaines choses, c'est pas que je sois pas d'accord avec toi, je suis en train de détailler la situation de la presse également. Absolument, je comprends. Les problèmes sont là, mais on a voulu voir avec vous le côté leadership de la presse en Haïti, donc du secteur médiatique. C'est vrai que les réseaux sociaux arrivent très tardivement, si vous voulez, mais si ça ne vous dérange pas, on en parle après la pause. Monsieur Jacques Saint-Peur, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau de Métropole aujourd'hui, à la rubrique Le Point. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons, chers amis. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Jacques Saint-Peur, vous êtes le président de l'Association nationale des médias haïtiens. Bonjour et bon retour. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point. Je n'oublie pas ma question, c'est que nous t'ai dit, est-ce que les leaders, les patrons des médias, est-ce qu'ils ont réuni souvent pour prendre des décisions de manière collective, puis on dit n'a fait ci, n'a fait ça. Un exemple ordinaire, parce que pour ça permet de m'inspirer et d'autres éléments de la question. Élection, par exemple. Est-ce que ça déjà, vous arrivez nous dit, pour telle qualité, tel profil, tel programme X, Y, bien, à côté de l'aspect commercial des médias, évidemment, nous pensons que c'est tel monde qui a de gain, plus temps d'antenne, etc. On a parlé de décisions pour la construction d'une société, parce que les enfants, les jeunes qui nous suivent, qui nous écoutent, ont besoin de savoir, évidemment. Oui, Jean. Et oui, on le fait. On le fait, mais comme je l'ai étalé tout à l'heure, avant la pause, et nous avons aussi des problèmes dans notre secteur qu'il faut à tout prix colmater, arriver à une solution quelconque. Et oui, nous le faisons, et naturellement, la politique, quand on parle des élections, peut-être on en parlera aux prochaines élections qui vont arriver, mais je ne crois pas qu'on les fait avant, et tout ça. Mais cependant, il y a une chose, une certaine directive, tacite même, qu'on se donne, quand il s'agit de moralité, quand il s'agit de dérives et tout ça, on sait ferait bien qu'on doit dénoncer les dérives, on sait ferait bien qu'on doit mettre des garde-fous pour que la jeunesse, cette jeunesse montante, comprenne que tout n'est pas aussi prosaïque, terre à terre, et médiocre. Et tout ça. Moi, je fais toujours ce qu'on appelle les devoirs de mémoire historique de certaines choses, et enfin, un flashback en disant que voilà comment Port-au-Prince était, voilà comment il y avait un tel, il y avait ceci, il y avait cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui m'appellent, qui m'écoutent et qui m'appellent et qui me disent « Ah, est-ce que c'est vrai cela existait ?» C'est terrible. Vous voyez les choses, et je ne parle pas d'histoire lointaine, je parle même d'histoire contemporaine. Alors peut-être vous parlez des interventions journalistiques. En nous font une histoire récente, si vous voulez. Aux États-Unis,
c'est la presse qui a annoncé les élections de Joe Biden à la présidentielle américaine. Donc, quelques semaines, quelques mois plus tard, même Guillaume Média, dont ne citons pas le nom, qui dit, bon, on a compris que c'est lui qui devrait gagner. Un exemple que je prends. C'est parce que la presse haïtienne, les médias, doit faire ou bien doit bailler mon élection, c'est pas la noyer. Par exemple. L'établissement. Oui. Mais maintenant, parce que lorsque ça ne va pas, la presse dénonce. Oui. Les médias, les patrons de médias dénoncent aussi. Oui. Est-ce que quelque part, c'est pas même structure qui finit construire monstre, sans citer le nom de personne, qui a dénoncé qu'on n'avait pas pu voir, qu'on n'avait pas voulu voir, tout simplement. C'est là nos dérivés. Est-ce que l'on peut prévenir au lieu de guérir? Est-ce que l'on peut être conscient de sa responsabilité aussi dans la construction de la société? Permettez-moi de revenir à chaque fois sur la même question. Oui, oui, non, tu as raison. Tu as raison. Mais Jean, tu sais, je me dis que pour ce qui nous est arrivé aujourd'hui, avec ces gens qui nous gouvernent, les dérives, l'état de l'abonnement où se trouve le pays, l'État n'existe plus. Vous voyez, il n'y a pas d'État aujourd'hui. Je me suis dit, et peut-être, alors nous, qui sommes chrétiens nés de nouveau, nous disons, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les intellectuels et tout le reste, je le disais aussi comme ça, à quelque chose malheur est bon. Est-ce qu'à partir de ces dérives, à partir de ces élections, de ces dirigeants, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience? On ne va pas avoir une prise de conscience pour les prochaines élections et pour que Haïti soit doté vraiment de gens capables, de gens responsables et soit imprégné de patriotisme. Parce qu'il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus de civisme, Jean. Aujourd'hui, j'entends des rengaines, j'entends des répliques qui découragent. Vous voyez, on ne parle pas du pays, on ne parle pas du drapeau, on ne parle pas de l'État. C'est-à-dire que la personne s'amène et elle pense pouvoir gagner son argent à n'importe quel prix, et c'est fini. Vous savez, M. Jacques Saint-Peur, autrefois, moi, j'étais enfant, je savais l'écouter chaque 8 heures. Je savais écouter l'hymne national, la dessalinienne dans les médias. Oui. Ça ne se fait plus. C'est-à-dire, si le civisme n'existe plus, vous ne pensez pas que la presse, de manière générale, on ne parle pas du corps de la maison des pendus, dit-on. Est-ce que la presse n'a pas son rôle à jouer là-dedans? Non, là je t'arrête parce que en fait, depuis quelque temps, il y a des médias qui passent la dessalinienne, on fait la 8 heures. Nous parlons de quelque chose de manière collective, c'est-à-dire de oui, beaucoup de médias le font. Et surtout maintenant, il y a ce programme de la DGI qui marche de paille, tout le reste. Oui, il y a beaucoup de médias à 8 heures qui arrêtent tout et qui ça va devenir une autre habitude? Moi, je le pense aussi. Je pense que c'est une bonne chose. Vous ne pensez pas que ça devrait être une décision collective au sein des structures de médias, des patrons de médias? C'est-à-dire qu'on se dise, dans notre programmation désormais, on fait du civisme un point indispensable et important. Il est important. Il est important parce que vous savez, on n'a plus rien. On n'a plus rien et même les modèles sont parfois banalisés. Et quand on parle de moralité aujourd'hui, quand on parle de sérieux aujourd'hui, quand on dit que, écoutez, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, vous n'avez pas le droit de dire ceci, eh bien, au fait, on dit, mais d'où vient-il? Comment les patrons de médias abordent-ils la question de l'insécurité dans le pays ou sur certains médias, nous osons le dire, nous le disons peut-être avec beaucoup de réserve aussi, sur certains médias, des bandits interviennent, disent n'importe quoi, annoncent n'importe quoi et font n'importe quoi aussi. Comment est-ce que les patrons de médias abordent-ils ces genres de situations aujourd'hui? Moi, en tant que président de l'association, naturellement, il y a eu tellement de problèmes à surmonter, mais je parle naturellement, pas péremptoirement. Je converse. Et en fait, à des propriétaires de médias, pour leur faire comprendre qu'on n'amplifie pas le banditisme. Puis, écoutez,
on n'amplifie pas ce qui n'est pas légal, ce qui est hors norme, ce qui est hors la loi. On ne peut pas l'amplifier sur un média sérieux. Vous voyez, tout ça. Et il y a un esprit de suivisme, comme si on était en quête d'écoute. Et vous savez, tous les médias cherchent les scoops. Radio Antilles Internationale, en fait, on veut, et tout le monde. Ici aussi, nous cherchons des scoops, tout absolument. Ça, mais pas à n'importe quel prix. Absolument pas. Et je me rappelle, en fait, une fois, je parlais à une grande directrice d'un centre de publicité, et je lui ai dit, mais toi, tu n'alimentes pas les émissions sérieuses à la radio, les émissions didactiques, à caractère didactique à la radio. Mais je vois que tu alimentes des émissions grivoises, des émissions où il n'y a pas, il n'y a rien à apprendre, tout ça. Et puis elle me dit, oui, en fait, il faut dire que ces émissions-là sont très écoutées. Et je lui ai dit que tu sais ce qui va arriver. Un jour, tu n'auras plus d'agence. Parce que la publicité sera dans les rues. Et on n'a pas besoin de science pour orienter l'opinion sur les produits, des choses comme ça. Elle m'a regardé. Oui, c'est vrai. Parce que quand vous encouragez, quand vous donnez, vous accordez de l'importance à la grivoiserie, vous accordez de l'importance à la médiocrité, parce que elle a beaucoup d'écoute, eh bien, vous enfoncez votre pays dans la médiocrité. Non. Moi, quand j'entends un jeune bien articulé au microphone, je n'appelle pas. Pourquoi je n'appelle pas? Parce que je n'ai pas le droit d'appeler un cadre d'une autre radio en tant que propriétaire de radio. Mais j'appelle le directeur, le propriétaire. Je dis, écoute-moi bien, tu as quelqu'un chez toi qui est bien. Dis-le lui. Dis-lui que Jacques Semper lui a dit qu'il fait un bon travail. Pourquoi? J'encourage le bon côté des choses, la science, j'encourage l'esthétisme, le bien parler, j'encourage le savoir. Je le fais par devoir. Tu vois, j'appelle Léopold, j'appelle Richard, j'appelle Liliane, j'appelle, tu vois, et je leur parle de leur cadre. Monsieur Jacques Semper, parce qu'il y a une tendance vers la grande écoute, même quand on est grivois, même quand on dit n'importe quoi. On dit, il parle le langage du peuple, mais là c'est méchant. Pourquoi c'est méchant? Parce que le peuple écoute quelqu'un à la radio, vous êtes un leader, vous êtes une élite. Vous avez le privilège de parler à la radio. Eh bien, vous devez lui dire ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que l'aider à comprendre, mais pas la bêtir, vous la bêtissez. En disant les choses comme lui, il le dit, le peuple, parce qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas rien. Absolument. Maintenant, voyons encore le rôle, l'importance, la valeur des mass médias dans la construction d'une société. Aujourd'hui, on dit que les jeunes, les gens, les citoyens, électeurs, électrices, attendent 1000 gouttes pour voter un candidat. Peu importe la qualité des offres, le programme de cet homme ou de cette femme, il suffit que vous ayez 1000 gouttes et puis il y a un vote là. Après, peu importe si le pays a crasé, il arrive dans la dimension que l'il est là avec des leaders irresponsables qui peut-être construit et contribué à ce chaos. C'est une vérité ou ce n'est un secret pour personne. Maintenant, est-ce que les mass médias se promettent ou se proposent aussi de participer, de contribuer à la formation, à l'éducation politique et civique de la masse constituée de toutes les couches, s'il le faut? Oui. Parce que tant vaut la société, tant vaut les médias, l'univers médiatique aussi, dit-on. Mais malheureusement, il y a le commun des mortels qui ne sait pas grand-chose, qui va vraiment voter pour 1000 gouttes. Je comprends bien. Mais malheureusement, il y a des lettrés qui se penchent du côté de celui qui peut avoir le pouvoir, celui qui a l'argent. Et là, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus de moralité.
le commun des mortels est pardonnable, puisqu'on lui dit « je donne 1000 goudes et tu votes ». Mais le côté lettré, le côté qui pourrait diriger, si ce côté-là se penche aussi vers la médiocrité, parce que la médiocrité a une puissance économique, paie beaucoup bien, et beaucoup mieux, et tout le reste, eh bien là, c'est la débandade. Et c'est la catastrophe qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est seulement celui qui ignore, celui qui ne sait pas, et qui est responsable. Ceux qui savent aussi sont responsables. Car sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comment les patrons de médias se voient-ils ou voient-ils leurs médias, leurs institutions médiatiques dans l'univers des réseaux sociaux aujourd'hui? Souvenez, ronfler les médias traditionnels, on montre en Abdili. Ok, mais non, attends. Moi, je pense que les médias sociaux sont importants. Ou du moins, les réseaux sociaux, d'abord, sont importants parce qu'autrefois, on se basait, quand tu es journaliste, jeune journaliste, mais quand même, tu as connu l'époque où on se basait sur le téléphone arabe, le télédiol. C'est-à-dire que, on disait, il y avait une rumeur, et on allait confirmer la rumeur, pas vrai? De bouche à l'oreille, et puis le journaliste se rend sur place. Aujourd'hui, le téléphone arabe a autre chose, c'est un téléphone où on peut tout savoir. Le journalisme citoyen. Oui, mais on peut mentir aussi sur les réseaux sociaux, mais on peut dire la vérité aussi. Et il y a des cas où l'on dit, mais c'est pas vrai, mais je ne suis pas au courant. Et puis on constate qu'après vérification, l'information était vraie. D'où on doit l'utiliser avec prudence, avec professionnalisme, tout ce qu'on veut, mais je pense que les réseaux sociaux sont importants. Maintenant, il faut qu'il y ait une décantation. Et grâce à l'UNESCO et tout ça, nous commençons à l'avoir. Il faut que l'information, pour qu'elle soit vraie, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit diffusée par un média sérieux. Moi, je me rappelle, Radio Anti-Internationale, après le 7 février, c'était l'explosion de passion, d'échoucage et tout le reste. On a annoncé, les médias ont annoncé qu'il y avait 3 enfants assassinés ou bien morts au lycée Pétion, 3 élèves. À cette époque, vous avez Jules Vleberg et Simon Noisy, qui étaient journalistes, qui ont été sur les lieux. Après 48 heures, il m'appelle au téléphone pour me dire que, en 2001, il n'y a pas eu de mort au lycée Pétion. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, les médias l'ont annoncé. Et certains médias. La population, non, les médias. Les médias l'ont annoncé normalement et la population est au courant, bien éprayée de l'information, tout ça. Et à rebrousse-poil, j'ai dit, nous informons, nous allons dire la vérité. Quand la vérité est tombée, eh bien, on a reçu des menaces. On nous a dit, vous remplacez Radio Nationale, vous mentez. Vous voyez, mais heureusement, et la presse avait de la probité. Alors, c'est pas que Radio Nationale soit faite pour mentir. Donc, oui, non, oui, mais en fait, on a alors, nous faisons la petite rectification. Nous sommes au lendemain de cette février 86. Si vous me passez la petite seconde, pour qu'on ne dise pas qu'on disait sur le plateau que Radio Nationale ment. Donc, non, en fait, on parle de quelque chose qui est bien précis. Après le 7 février 86. Maintenant, mais la probité des médias, il faut dire ça. Nous l'avons annoncé et tous les médias ont repris. On dit, nous avons cru qu'il y avait des enfants morts au lycée Pétion, mais la question, c'était pas vrai, des choses comme ça. Donc les médias traditionnels sont encore là pour peut-être crédibiliser l'information. Qu'est-ce qui est arrivé automatiquement? On nous pose au sérieux et on a dit que si Anti ne donne pas, ne confirme pas, c'est dire que c'est pas encore vrai. Donc, maintenant, nous voulons, parce que nous avons des médias sérieux, et que, quel que soit le nombre de médias sérieux, que nous soyons la référence. À savoir, si nous ne diffusons pas une information, parce qu'on peut dire n'importe quoi, si Métropole ne diffuse pas une information,
On dit, ah, attention, j'ai entendu Métropole ce matin, mais je n'ai pas entendu cette information. Mais merci, parce qu'on a continué de faire nos confiances sur ce point ça. Monsieur Jacques Sampeur, nous te verrons avec vous maintenant, les patrons des médias, les médias et le tremblement de terre. Au-delà des informations que les journalistes de ces médias-là diffusent sur le terrain, il y a des correspondants, etc., qui font travail sur des informations directes, je reprends le mot. Est-ce que les patrons de médias réfléchissent sur la situation et est-ce qu'ils se proposent d'apporter une autre forme de collaboration? On n'a pas d'aide. Les médias sont solidaires, certainement, à cette fête-là, parce que les médias sont sur le terrain et vivent cette situation. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une autre compréhension de la situation de l'affaire, une autre manière d'aborder la situation, la question? Dites-nous. Nous avons les médias vous réfléchissez là-dessus, ouais. Alors? Nous avons les médias qui sont victimes, et vous savez que c'est comme si, en 2010, j'étais le président de la NMH, et voilà, aujourd'hui encore, je suis le président de la NMH. Des grands événements. Vous voyez tout ça. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que aujourd'hui, il y a un flou. Et nous pensons que, et nous travaillons là-dessus, la NMH, le conseil travaille là-dessus, c'est de nous constituer comme un guide. Parce qu'il y a cette suspicion, il y a cette méfiance, parce que l'expérience qu'on a faite en 2010 avec les détournements massifs de fonds et alloués aux victimes, et puis rien n'a été fait. Aujourd'hui, ils ne veulent pas. Ils ont l'argent. Certains, bien entendu, particuliers, ont peur de donner parce qu'ils aimeraient donner à coup sûr que ça arrive à bon port, à destination. Alors là, nous pensons que nous devons pouvoir identifier les points crédibles, les points sérieux, afin d'alimenter et de guider ceux qui veulent faire des dons et tout ça. Ils sont nombreux. Et malgré que nous avons constaté aussi que la conjoncture mondiale avec la pandémie et la conjoncture économique, des problèmes dans le mondial, on peut dire que ça ne rend pas les gens généreux parce qu'ils ont des problèmes. Les pays ont leurs problèmes aussi, en fait, dans l'économie. Mais cependant, il y a quand même un élan extraordinaire à partir ce samedi 14 août, où les gens veulent donner, mais avec une certaine méfiance, et parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas que le cas sur ce qu'on a eu en 2010 soit récidivé, que nous ayons au fait des gens qui viennent s'enrichir juste pour cela. Monsieur Jacques Sampeur, on arrive à la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes le président de la NMH, une association qui est réputée dans le pays, association de patrons de médias tout simplement. La presse, dit-on, c'est le 4e pouvoir, de fait, certainement. Si vous avez un message à lancer à la population aujourd'hui, aux auditeurs, téléspectateurs, de manière générale, ce serait quoi? Vous avez 1 minute. On doit nous s'asseoir ensemble. Miracle pas, ceux qui ont fait du tort au pays doivent le voir, doivent comprendre que nous sommes en train de perdre le pays. Quel que soit le camp, nous perdons le pays si nous ne nous entendons pas en tant qu'Haïtiens. Il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale et que les gens, ceux qui ont fait du tort, comprennent qu'ils ont fait du tort, qu'il n'y ait pas de ruse et de quoi que ce soit, et que nous nous asseyons ensemble, enfin, pour reconstruire Haïti. Sans quoi, nous perdons tout. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Vous vous adressez là aux hommes et femmes politiques du pays. Nous voulons que les Haïtiens comprennent, que vous soyez à gauche, que vous soyez à droite, quelle que soit la position du citoyen, dans ce contexte, nous perdons si nous ne nous entendons pas, tous. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Pourquoi je parle de prise de conscience nationale? C'est pour qu'il y ait ce qu'on appelle du mea culpa. C'est-à-dire que tu es fautif, tu as fait du tort au pays, tu dois être imbu, tu dois être conscient que tu as fait, et maintenant,
tu veux changer, tu veux arriver à autre chose parce que le pays est en train de s'effondrer, on n'a plus de pays. Est-ce que la NMH peut permettre à la population d'être encore plus proche d'elle? Nous serons toujours très proches de la population. D'ailleurs, nous existons pour cela. Et je dois le dire, quelles que soient les conditions, je suis un président de la NMH chrétien. C'est-à-dire que je crois en Dieu à 100%, j'ai la foi. Et n'était pas cette foi, je ne serais pas à la tête de la NMH, parce qu'en fait, à l'œil nu, il n'y a pas d'espoir. Mais avec la foi, on sait fort bien que Dieu peut refaire, rebâtir, reconstruire Haïti. Elle sera encore plus consciente de son rôle, de son importance dans la construction sociopolitique de la population de la NMH. Et nous pensons qu'il est obligatoire, il est important d'être comme ça. Il est obligatoire, il est important de faire quelque chose, Jean. Nous devons faire quelque chose, quelle que soit la personne. Il faut que tout le monde prenne la parole, il faut que tout le monde fasse quelque chose, parce que le pays est à nous. Et c'est quand nous le perdons et nous constatons combien il est important de l'avoir. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Sampeur. Nous vous rappelons que vous êtes le président de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH. Merci de votre disponibilité. Merci de la disponibilité de l'ANMH. Merci, Jean. Merci. Le plateau de Métropole à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cette rubrique. Et merci à toute la grande équipe. Ce n'est pas une habitude, comme on le dit. Une fois n'est pas coutume. Merci à Science. Merci à vous tous et à vous toutes, chers amis. Nous vous aimons et passez une très bonne journée sur Métropole. Chaque jour, faites un geste d'amour et une action, parce que c'est l'action qui élève une nation. Et vivez un jour à la fois, chaque jour. Exprimez, partagez votre amour. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. C'est mon message du jour. Et Hakuna Matata. Je suis Jean-Jules Desaugustes. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.